Voilà, et pour nous éclairer, nous sommes en ligne depuis le Liban avec le spécialiste du Moyen-Orient, Karim Émile Bitar, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. D'abord, donc, une correction sur ce bilan, je vous le disais, c'est 18 morts depuis le début de ce conflit vendredi du côté israélien. Monsieur Bitar, merci beaucoup d'être avec nous. Ce conflit dure depuis vendredi maintenant. Est-ce que c'est le début d'un conflit au long cours ? Nous avons en effet le sentiment que cette guerre est en train de rapidement prendre la dimension d'une guerre totale. On voit mal une désescalade dans les jours qui viennent. Lorsqu'Israël a déclenché le vendredi 13 ses frappes contre l'Iran qu'elle a qualifiées de préventives, on pouvait déjà s'attendre à ce que ça tourne mal. Vous savez, le grand chancelier Bismarck disait à propos des guerres préventives, c'est comme quelqu'un qui se suicide par peur de la mort. On est en train d'ouvrir une boîte de Pandore sans avoir la moindre idée de la façon dont pourraient se dérouler les phases à venir. Ça nous ramène à l'invasion américaine de l'Irak en 2003, qui avait paradoxalement renforcé la puissance de l'Iran à l'échelle régionale. Et aujourd'hui, les mêmes personnes qui nous avaient vendu la guerre d'Irak sur la base de mensonges éhontés sont en train de soutenir ces frappes contre l'Iran, alors que la plupart des experts, sinon l'unanimité des experts, vous disent qu'il sera pratiquement impossible de totalement détruire le programme nucléaire iranien, à moins que les États-Unis eux-mêmes ne rejoignent cette guerre. Et c'est probablement ce que M. Netanyahou essaie de faire en ce moment. Oui, parce que la question, ce sont les sites nucléaires iraniens qui sont enterrés en profondeur. Les Israéliens n'auraient pas les armes pour frapper suffisamment profondément. Il faut des armes américaines pour cela. Vous faites la comparaison avec l'Irak, mais il faut quand même rester modéré parce que ces frappes israéliennes, elles ne sont pas improvisées. Elles semblent préparées depuis longtemps. Les cibles sont connues. Le plan était déjà sur la table, visiblement. En effet, tout comme l'invasion américaine de l'Irak en 2003 a été préparée dès septembre 2001. Donc il y a un peu le retour de cette idée que l'on peut remodeler le Moyen-Orient par l'usage de la force sans véritablement prendre en considération les réalités sur le terrain. Et l'Iran, vous avez raison de le souligner, est très différent de l'Irak parce que c'est un pays beaucoup plus puissant. L'Iran d'aujourd'hui, c'est 92 millions d'habitants, c'est un territoire 3 fois plus grand que la France. On ne peut pas bombarder un savoir-faire, on peut éliminer une centaine de savants nucléaires, il y en aura toujours d'autres. Par ailleurs, vous y avez également fait référence, la centrale de Fordow, les installations nucléaires sont enterrées non pas à 6 pieds sous terre comme on dit, mais à pas moins de 100 mètres sous terre. Donc il faudrait que les États-Unis fournissent des bunker busters, ces armes capables de perforer, et une seule ne peut perforer que 60 mètres, il en faudrait donc 2 ou peut-être 3. Est-ce que Donald Trump se laissera entraîner là-dedans, alors même que son propre électorat est assez réticent à voir les États-Unis s'engager dans de nouvelles expérimentations hasardeuses au Moyen-Orient? Tout est possible. C'est un homme transactionnel qui est tout à fait capable de signer un accord dans quelques jours avec l'Iran et de construire une Trump Tower à Téhéran, mais qui est également capable de bombarder de façon extrêmement brutale ce pays. Il cherchera donc à extorquer un maximum de concessions au régime iranien. Et comme ce régime iranien est aujourd'hui considérablement affaibli suite à l'affaiblissement de ses proxys, à la chute du régime syrien, et qu'il est dans une logique de survie, ça ne m'étonnerait pas que les Iraniens acceptent de faire beaucoup de concessions, à condition toutefois qu'on trouve un moyen de sauver leur face, de leur éviter une humiliation. Les aspects psychologiques sont très importants. Il y a en Iran un nationalisme très sourcilleux. Même les 80% des Iraniens qui sont très hostiles au régime n'acceptent pas que ce régime tombe suite à des frappes américaines ou israéliennes. Donc on risque de voir une sorte de ralliement autour du drapeau dans un premier temps et une accentuation de la répression contre les dissidents iraniens. Le régime peut se servir de ça pour asseoir encore plus son autorité brutale. Est-ce que ce n'est pas ça le but finalement des Israéliens, au-delà de détruire des sites stratégiques, c'est de tenter de faire tomber ce régime? Je pense que oui, en effet. Depuis très longtemps, Israël rêve de voir tomber le régime iranien et même de voir une restauration de la monarchie. L'intitulé de cette opération Lion dressé n'est pas uniquement un verset biblique,
c'est aussi une référence à l'ancien drapeau de l'époque du Shah d'Iran. Le problème, c'est que le fils du Shah d'Iran, aujourd'hui, bénéficie peut-être d'une certaine popularité à Miami ou à Neuilly-sur-Seine, mais en Iran même, il n'est pas véritablement considéré comme une alternative crédible, car il est perçu comme étant totalement inféodé aux États-Unis et à Israël, et les Iraniens se souviennent de la dictature de son père. Donc la plupart des Iraniens sont hostiles aussi bien à la dictature actuelle de Khamenei qu'à la dictature du Shah d'Iran et espéreraient une troisième voie, mais cette troisième voie ne peut émerger que s'il y a des négociations, une levée des sanctions, une libéralisation progressive. Et dans le contexte actuel, on voit mal comment cela pourrait arriver. En parallèle, est-ce que c'est la fin du mouvement Femmes, Vie, Liberté? Quand vous dites qu'il y a un mouvement de soutien au régime iranien, est-ce que ce mouvement qui a déjà été sérieusement réduit par les autorités risque d'être complètement anéanti par ce conflit? Ce qui est triste, c'est que l'une des victimes civiles en Iran de ces derniers jours était précisément une militante de ce mouvement Femmes, Vie, Liberté. C'est tristement ironique de voir que les frappes israéliennes sont parfois en train d'atteindre cette société civile qui se mobilisait pour faire tomber le régime. Je pense que la base, cette soif de liberté est toujours présente, mais dans une situation de guerre, le régime va s'en servir pour accentuer la répression et pour beaucoup, la priorité sera de préserver l'essentiel. Donc toutes les revendications sociales et économiques risquent pour le moment de passer à la trappe. On parlait d'une guerre éventuellement au long cours. Finalement, la limite, c'est quoi? C'est la capacité physique, balistique de l'Iran à aller frapper Israël qui pourrait clore ce chapitre? Les missiles balistiques, en effet, ne sont pas disponibles en quantité illimitée, surtout qu'un très grand nombre d'entre eux sont interceptés par le dôme de fer. Je crois que la véritable limite sera l'attitude des États-Unis et de la Russie. M. Poutine a proposé de servir de médiateur ces derniers jours. Trump semble avoir accepté cette idée. Si Trump et Poutine parviennent à convaincre les Iraniens de revenir à la table des négociations, là, tout serait possible. Les Iraniens, souhaitant avant tout assurer leur propre survie, pourraient lâcher tous leurs alliés régionaux, abandonner leur programme nucléaire, signer un accord avec les Américains qui permettrait la levée des sanctions, ce qui permettrait un peu de sauver la face. Par contre, les Israéliens ne sont pas favorables à ce scénario. Ils préfèrent au contraire pousser à une guerre totale qui conduirait les États-Unis à intervenir, qui ferait chuter ce régime. Mais là, la grande inconnue, c'est que deviendrait ce vaste pays dans l'après-République islamique? Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers une période de désordre comme en Irak après 2003? On peut être surpris par les dernières frappes iraniennes qui arrivent tout de même à toucher Israël. Il y a de nombreux morts. Là, le dernier bilan, il est de 5 morts, 92 blessés pour cette seule nuit. Comment expliquer que le dôme de fer n'est pas tout intercepté et que les alliés d'Israël et des États-Unis, sur les trajectoires de ces projectiles, n'aient pas pu les stopper non plus? Parce qu'on se souvient, quand l'Iran avait essayé de taper Israël il y a déjà quelques mois, il y avait eu interception, y compris de la part des Français d'ailleurs. Oui, ça c'est une autre différence marquante avec l'Irak. L'Irak qui nous était présenté comme la quatrième armée la plus puissante du monde s'est avéré être un tigre de papier et s'est effondré assez vite. L'Iran est une véritable grande puissance militaire qui se prépare à cette guerre depuis longtemps, qui est endurcie. La guerre Iran-Irak dans les années 80 avait duré 8 ans. Il y a un état d'esprit, on est prêt à faire des sacrifices. Il y a une armée quand même assez solide. Malgré l'impopularité de ce régime, il est capable encore de nuire et d'atteindre certaines capacités vitales en Israël. C'est pour cela qu'il est impératif que la diplomatie se mobilise assez vite pour éviter les victimes civiles qui sont en train de croître aussi bien en Israël qu'en Iran. Karim Emile Bitar, avant de clore cet entretien, une dernière question. Une fois ce conflit terminé, est-ce qu'il y a un autre risque, celui du terrorisme? Parce que ça risque d'être la dernière arme que pourrait utiliser l'Iran en Israël. Je pense que ce risque ne doit pas être sous-estimé. En effet, il y a quelques mois, la première option pour Téhéran aurait été d'activer ses alliés régionaux, le Hezbollah.
Mais aujourd'hui, aussi bien le Hezbollah que le Hamas et même les Houthis ne sont plus véritablement en mesure de le faire, peut-être un tout petit peu les Houthis. On pourrait assister à un retour, en effet, à des actions terroristes organisées comme dans les années 80. L'Iran avait à l'époque frappé quelques capitales occidentales, procédé à quelques assassinats. S'ils sont véritablement acculés, s'ils ont le dos au mur, les Iraniens, pour sauver leur régime, pourraient avoir recours à toutes sortes de méthodes peu recommandables, en ayant comme formidable prétexte le fait que c'est Israël qui a pris la décision de déclencher cette guerre le vendredi 13.